Nous allons procéder à l'examen de l'article 4. J'appelle la liste des inscrits sur cet article 4. Monsieur le Président, chers collègues, on va quand même essayer de continuer à faire notre travail de législateur. Donc, cet article 4, j'ai eu un peu du mal à le lire. Je suis parti du principe que son préambule était sa véritable raison d'être, c'est-à-dire, pour reprendre hier un des débats que nous avons eus au sujet de la restructuration des branches, comment on donne plus de poids et de pouvoir aux branches. Et de prime abord, je regarde l'alinéa 2 et je me dis qu'il s'agit d'améliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif d'extension aux entreprises des accords de branche. Bon, si on s'arrête là, pourquoi pas? Sauf que 2 lignes après, on se rend compte qu'en réalité, il s'agit de faire valoir leur opposition à une extension. C'est-à-dire qu'on affirme un principe et 2 lignes après, on explique qu'en réalité, il s'agit de voir comment, justement, on développe et on propose et on sécurise une opposition à l'extension de l'accord de branche aux entreprises. Et comme l'alinéa suivant explique que cette opposition de l'extension peut par exemple se faire dans le cadre de seuil, donc de taille d'entreprise, ce que je conclus de la possibilité de tout cet article, c'est le fait qu'on multiplie les exceptions pour les entreprises de justement appliquer les accords de branche. Moi je considère donc que de la même manière qu'il y a inversion des normes en faveur des accords d'entreprise par rapport à la loi et du principe de faveur. Ici, en réalité, sur cet article 4, dont j'avoue qu'il est parfois peut-être compliqué à comprendre, il s'agit de fragiliser les accords de branche par rapport à son extension aux accords d'entreprise. Et pour finir, on s'aperçoit également qu'on fragilise le fonds paritaire institué par le Code de travail et également les versements aux syndicats de ce fonds paritaire, ce qui là encore, mais on le retrouve dans d'autres éléments de cette loi qui nous est proposée, fragilise les organisations syndicales. Merci Monsieur Coquerel. Nous allons donc procéder à l'examen des amendements, en commençant par les amendements de suppression. J'appelle donc l'amendement numéro 38. Est-ce qu'il est soutenu? L'amendement n'est pas soutenu. L'amendement numéro 98. Oui, je vais soutenir le 98 et le 148. Tout d'abord, cet article, Éric Coquerel vient de le dire, affaiblit la question de l'extension de l'accord de branche aux entreprises. Hier, on discutait de ce grand déménagement du monde, de cette mise en concurrence par la mondialisation libérale des salariés d'un pays avec l'autre, et avec cet article, vous continuez dans la même branche à non seulement renforcer, mais à étendre cette concurrence au sein même de notre pays, entre chaque entreprise, parce qu'à partir du moment où toutes les entreprises pourront s'exonérer d'obéir à l'accord de branche, on va vers un moins-disant social et on va vers la concurrence de chaque entreprise, vers le moins de protection sociale pour garantir un maximum de profit. Donc à partir de ce moment-là, on met le doigt dans l'engrenage de la mise en concurrence de chaque travailleur entre eux dans ce pays. Pour cela, il faut abroger cet article et garantir que les accords de branche s'imposeront à toutes les entreprises et qu'il n'y aura pas de possibilité pour chaque entreprise de pouvoir ne pas se soumettre à cet accord. De la même manière, cet article permet au gouvernement d'agir sur les secteurs agricoles, les professions libérales, les métiers de l'économie sociale et solidaire, ou encore les intermittents du spectacle. On ne sait pas exactement dans quel sens vous allez légiférer, mais peut-être que dans votre réponse, vous pourrez nous préciser les choses. Et donc nous rassurer, mais j'en doute. Merci Monsieur Lachaud. Alors Monsieur Bernalicis, dans ce temps-là, je vous donne la parole. Ouais, non, c'est pas pour meubler, hein. Mais c'est juste pour dire, il suffit pas de dire dans une phrase que c'est pour préciser et qu'on va être précis pour précisément être précis. Enfin, je veux dire, ça fait 2 jours qu'on nous explique que c'est fait pour préciser, mais on ne sait jamais en quoi, comment, pourquoi, où. Enfin voilà, je suis un peu. Ce serait bien de le préciser. Oui, moi je tenais à le préciser, oui, effectivement. Monsieur Bernalicis, c'est la parole. Merci. Amendement numéro 100. Il est défendu par Monsieur Ruffin.
Bon, non, j'ai pas grand-chose à raconter. Franchement, tout cet article-là, moi, je l'ai pas compris. J'ai pas bien compris. Je pense que j'étais heureux que Eric, qui l'a présenté tout à l'heure, il dise aussi que ça avait été bien abscon. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et là, vraiment, dans toute cette partie-ci, c'est pas clair du tout. Bon, il y a la fatigue aussi pour tout le monde ici. Hein. Je reviendrai juste. Donc, je pense qu'en tout cas. Je le redis, c'est le raisonnement que je mène depuis le début, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de nécessité à déléter, à avoir à acter sur ces questions-là comme s'il en allait de l'avenir et de la santé du pays. Je pense que là, on a une obsession qui est celle de l'Élysée sur ces questions-là. Et je le redis, chers députés En Marche, vous n'êtes pas condamnés à faire de cette manie la vôtre. Vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, pour régler le sort du pays, il y a des tas de sujets, je le disais, sur le handicap, sur des tas de trucs comme ça, sur la finance, sur lesquels il serait beaucoup plus urgent de faire des ordonnances que sur ces textes complètement abscons. Et voilà, je pense que vous pouvez marquer votre lien d'insubordination à l'égard de l'Élysée. Merci, Monsieur Ruffin. Alors, Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Je vais me mettre au micro par ici. Non, mais quand je lis l'alinéa, c'est complétant les règles d'extension des accords collectifs afin d'améliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif d'extension, en précisant les conditions dans lesquelles les organisations d'employeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension, ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du Travail en matière d'extension. Non, sérieusement, on dirait une phrase d'Emmanuel Macron. Merci, Monsieur Bernalicis. Vous avez la parole, chers collègues. L'amendement numéro 103, qui est présenté par Monsieur Rattenon. Merci, Madame la Ministre, chers collègues. L'alinéa 3 qui nous est présenté comporte de nombreuses interrogations et il est important que chacune d'entre vous prête une attention particulière à la formule, je cite, « le cas échéant sous condition de seuil d'effectif ». Prenons un exemple pour comprendre ce qui peut en découler. Une entreprise de plus de 100 salariés, par exemple, pourra décider que les heures supplémentaires sont majorées de 25% et non pas de 50% comme le prévoirait l'accord de branche. En plus du fait que ce que permettrait cet alinéa est regrettable, on crée là une inégalité entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Les petites entreprises, pas celles qui tiennent les codes du MEDEF, naturellement, auront plus de difficultés à s'exonérer de l'accord de branche, ce qui sera préjudiciable aux salariés. J'ajouterai que parler de cas échéants entretient encore et toujours le flou autour de votre projet d'habilitation, ce qui ne nous permet pas de le voter, de le soutenir et qui nous oblige à faire notre devoir de représentation des Françaises et des Français de l'Hexagone et des Outre-mer, c'est-à-dire de le rejeter en bloc. Nous vous demandons donc, Madame la Ministre, de supprimer l'alinéa 3 par cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Rattenon. J'appelle l'amendement numéro 105, présenté par moi. Sabine Rubin. Très bien, Madame Rubin. Bon, écoutez, je suis contente de ne pas être seule à ne pas comprendre ce chapitre et puis cet alinéa non plus. En tout cas, nous proposons un amendement de suppression de l'alinéa 4 de ce chapitre 4 parce qu'il vise les organisations professionnelles d'employeurs qui relèvent des secteurs multiprofessionnels. Et alors, dans ces secteurs multiprofessionnels, il y a les professions agricoles et de pêche maritime, les professions libérales, les professions de l'économie sociale et solidaire et les professions du spectacle vivant et enregistré. Et comme cet alinéa est flou, tirer les conséquences des regroupements en procédant à la redéfinition des secteurs, comme il vise aussi surtout les professions du spectacle et probablement donc les intermittents, qui sont particulièrement visés par les gouvernements successifs, eh bien nous demandons le retrait de cet alinéa. Voilà. Merci Madame Rubin. J'appelle l'amendement numéro 104, qui est défendu par Monsieur Quatennens. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'alinéa en présence permettrait de modifier les modalités de fonctionnement du fonds paritaire. Par conséquent, nous demandons sa suppression, car la gestion du fonds paritaire est une garantie fondamentale d'indépendance pour le financement des instances sociales. Pourtant, selon nous, cet alinéa pourrait permettre plusieurs éléments. D'abord, peut-être de revenir sur les critères de représentativité des organisations syndicales de salariés et professionnels d'employeurs. Pourquoi pas aussi de modifier le champ délimitant les dépenses du fonds paritaire, voire d'instaurer une répartition des crédits différenciés au prorata des instances représentatives. La gestion par voie réglementaire pose donc finalement un problème de représentation
en ce qui concerne les accords normalement traités entre organes salariaux et patronaux directement. C'est pour répondre aussi, en même temps, c'est toujours sur la même question. Voilà. Là, on est en plein été, on est en train de discuter, comme si c'était le grand sujet, de la gestion du fonds paritaire. Et notre collègue nous dit que c'est ça que les Français attendent. Dans mes porte-à-porte, ça m'est rarement arrivé d'ouvrir une porte et que le gars en face me dise « Ah, ce qu'on attend de vous maintenant, c'est la réforme du fonds, de la gestion du fonds paritaire. » Vous voyez bon. Et on nous dit que c'est pour faire avancer le pays. Mais moi aussi, je souhaite faire avancer le pays. Mais quels sont, par exemple, de quoi on pourrait discuter à la place d'être là en train de discuter de ça, de quoi on pourrait discuter en urgence? Par exemple, de la protection des lanceurs d'alerte. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on sait que dans le cas de ArcelorMittal a pollué pendant très longtemps. On a demandé à un chauffeur routier de polluer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cas de ce chauffeur routier? C'est qu'il ne trouve plus de travail. Eh bien, j'aurais préféré que ces heures qu'on consacre aujourd'hui à la gestion du fonds paritaire, on les consacre à se demander comment on fait pour sauver, pour créer un cercle de protection, de bienveillance autour de tous ces gens qui dénoncent, par exemple, les méfaits du multinational. Et il me semble que ainsi, en consacrant nos heures de travail et de législation, ainsi, on aurait fait bien davantage avancer le pays. Et dans ce cas-là, je vous assure que j'aurais été le premier à m'exclamer « Merci Macron ». Merci Monsieur Ruffin. Monsieur Mélenchon, pour une explication de vote sur l'article 4. Oui, c'est avant le vote de l'article 4. Exactement. Parfait. Vous avez la parole. Comme je le fais à chacun des articles, je restitue pour ceux qui nous écoutent le compte-rendu et sans doute pour vous aussi, mes chers collègues, la logique dans laquelle je vois que nous nous installons. À l'article 1, on a inversé la hiérarchie des normes. À l'article 2, on a désorganisé la représentation ouvrière. À l'article 3, on a casser l'enjeu lui-même qui est la nature du contrat de travail, et à l'article 4 on verrouille le renversement de la hiérarchie des normes, parce que si je mets de côté les autres questions, non qu'elles n'aient pas d'intérêt, mais qu'elles n'ont pas la même importance stratégique que ce point, il me semble que cet article 4 se concentre sur la question du droit pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de se soustraire à la décision d'un accord de branche. Alors là, nous naviguons dans un monde étrange, car nous ne cessons de le dire, et le rapporteur nous dit « Ah non, c'est pas ça qui est écrit ». Bon, très bien, mais c'est quand même ça qu'on va faire. C'est bien ce que dit cet article 4. Après avoir dit que la branche gardait des prérogatives, c'est encore le moins, et qu'elle participait très activement à etc., avec regroupé, n'empêche, une entreprise, n'importe laquelle, peut-être même un établissement, si je me réfère à un amendement qui a été adopté au tout début de notre discussion, pourrait se soustraire à un accord de branche. Donc réellement, il ne reste plus rien, après le vote de l'article 4, de l'ordre public social tel qu'on se le représentait, avant que cette ordonnance ne vienne lui mettre la tête en bas. Merci Monsieur Mélenchon. Nous allons passer à l'examen de la liste des inscrits sur l'article 5. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous avez modifié le vocabulaire et, pour reprendre une phrase que vous devez connaître sans doute de Lacan, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Or, si l'on transforme le compte professionnel de prévention, qu'on appelle désormais compte professionnel de prévention, et qu'on ne parle plus de pénibilité, il y a un loup. Et nous sommes particulièrement inquiets sur la façon dont vous allez faire vivre vos ordonnances sur ce sujet. L'espérance de vie d'un ouvrier, ça a été dit dans cet hémicycle, et je le redis, c'est important, est inférieure de 6 ans à celle d'un cadre. Nous sommes dans cette réalité, puisque vous nous renvoyez à la réalité, nous vous renvoyons la réalité sociale. Et donc, si on veut prendre en considération cela et simplifier, y compris les choses, le plus simple serait de revenir à la retraite à 60 ans à taux plein, parce que même avec un compte de pénibilité, nous voyons qu'aujourd'hui, vous avez des ouvriers, des personnes qui ont vécu une vie professionnelle très pénible, qui n'arrivent pas à partir à la retraite à temps. Donc c'est particulièrement grave, et vous le faites dans 4 domaines où le moins-disant social s'apprête à être voté dans cet hémicycle: la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, et je pense là en particulier aux caissières, qui sont quand même des ouvrières qui vivent aujourd'hui des troubles physiques particulièrement inquiétants, les vibrations mécaniques, je pense
à ceux qui travaillent dans le bâtiment ou dans certaines industries, et les risques chimiques. On a parlé de l'amiante, mais il y a aussi tout ce qui risque d'arriver et qu'on n'identifie pas totalement aujourd'hui. Donc nous sommes évidemment pour le retrait de cet amendement, et nous le sommes également parce qu'il touche à la question aussi de la révision de la définition du travail transfrontalier, et que là aussi on pourrait faire plus simple, c'est-à-dire une harmonisation sociale et fiscale à l'échelle européenne, de telle sorte qu'on n'aurait pas une concurrence entre les législations qui crée tout simplement de la concurrence entre les travailleurs pour tirer tout le monde vers le bas. Ce n'est pas la société que nous voulons. Nous sommes attachés à la progression des protections et des droits pour les salariés, et notamment ceux qui travaillent le plus durement. Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais réagir aux propos du camarade Jumel, qui disait tout à l'heure qui opposait les salariés de chez Rothschild, les banquiers, qui étaient finalement qui vivaient mieux que les ouvriers. Mais ça m'a fait me rappeler une histoire de 2013 d'un jeune stagiaire à la Bank of America qui est décédé. Donc ce stagiaire qui travaillait dans la banque d'affaires, parce qu'il avait travaillé plus de 72 heures non-stop. Et ça me permet d'introduire ici un sujet sur la pénibilité, qui est celui du burn-out, qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, et notamment les cadres, et notamment dans la finance. Parce que je ne pense pas que la cocaïne soit une solution. Aujourd'hui, c'est pourtant extrêmement répandu dans les milieux d'affaires et dans les banques financières. Il y avait des études très sérieuses qui ont été faites sur les banques, notamment à la City. Donc, il faut prendre en compte la pénibilité. Mais si prendre en compte la pénibilité, ça revient à ce que les gens, aujourd'hui, dans des filières pénibles, travaillent plus que quand c'était la retraite à 60 ans, on se moque du monde. Donc d'abord, on remet la retraite à 60 ans à taux plein. Voilà, comme ça c'est moins pénible pour tout le monde. Ça c'est simple, vous cherchez de la simplicité et des simplifications, en voilà une. Et puis ensuite, on peut regarder par branche, hein, voilà, dans quel métier, quel type de métier c'est plus pénible. Et on réduit, on dit dans cette branche-là, ce sera plutôt 38 ans de cotisation, 37,5, 36, je ne sais pas. Là, on aura tout le loisir de débattre sur le nombre d'années. Et ça c'est simple, c'est efficace, ça sécurise les travailleurs. Les entrepreneurs savent aussi à quoi s'en tenir, et on pourra faire avancer le pays. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Monsieur Rattenon pour l'amendement 234. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous demandons la suppression de l'article 5 de ce projet. Dans son avis 393-357.357 du jeudi 22 juin 2017, le Conseil d'État constate que le projet de loi contient un très grand nombre d'habilitations permettant au gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets d'une portée et d'une complexité inégale. Il attire l'attention du gouvernement sur les conséquences d'un tel choix en termes de hiérarchie des priorités, de calendrier de temps nécessaire à la préparation de ces réformes. Le Conseil d'État estime dans le même avis que le respect des autres étapes prévues par l'article L1 du Code du travail devra être apprécié. Pour parler plus clairement, le gouvernement veut totalement bouleverser, casser, briser le droit du travail qui s'est construit pendant plus d'un siècle de lutte, depuis les grèves des mineurs d'Anzin en 1884 jusqu'au programme du Conseil national de la résistance, en passant par le Front populaire. S'attaquer à un siècle de progrès social en l'espace de 6 mois par voie d'ordonnance d'une gravité, d'agression sans précédent, d'autant plus que le gouvernement ne dispose que d'une faible légitimité à cause du fort taux d'abstention lors des dernières élections. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous demandons la suppression pure et simple de cet article. Merci. Merci, Monsieur Rattenon. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis foncièrement d'accord avec vous quand vous dites que les entreprises ont intérêt, pas juste philosophiquement ou de manière philanthrope, mais intérêt économiquement, à miser sur la prévention, à prendre soin des salariés dans l'entreprise. Mais sauf que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celles qui ne le font pas. C'est juste ça le sujet. Parce que forcément qu'on va être d'accord pour dire quand une entreprise, elle met en place des choses qui sont favorables aux salariés. Mais c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben oui, spontanément, l'entreprise, y compris la grande entreprise, voilà, aura à cœur, parce qu'elle vise sur le long terme,
sa rentabilité à prendre soin des travailleurs. Mais toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Par exemple, les fonds de pension qui achètent des entreprises sur le territoire, qui sont en difficulté, pour les dépecer, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour prendre ce qu'il reste avant de revendre éventuellement des brevets, éventuellement le terrain pour faire une petite plus-value, eux, ils sont sur une logique de court terme pour avoir une grosse rentabilité financière à très court terme, du 12%, du 13% qui leur est demandé souvent pour garantir des retraites de bonne qualité dans d'autres pays. Ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si elles pourront ne pas mettre en place des systèmes de prévention puisqu'elles n'y ont pas intérêt au fond? C'est une dépense superfétatoire qui au final ne sert à rien puisque ça vient diminuer leur taux de rentabilité à court terme qui est leur objectif immédiat. Merci Monsieur Bernalicis. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, le processus même de discussion sur les ordonnances nous amène à faire des procès d'intention, puisque ce qui nous est présenté dans les ordonnances ne sont que les intentions. Ce qu'a d'ailleurs confirmé Madame la Ministre quand elle nous disait qu'ils souhaitaient, le gouvernement, et qu'ils avaient l'intention d'eux. Si on fait des procès et on doit discuter d'intention, notre point de vue, c'est aussi de partir de ce qui s'est fait déjà, de ce qui était présenté, notamment lors de l'adoption de la loi El Khomri, comme des bonnes intentions, comme une volonté d'améliorer la situation des salariés et dont on a vu à travers la mobilisation et dont on voit aujourd'hui avec les premiers résultats qui se manifestent que malgré la bonne intention, la réalité, c'est une régression sociale d'ampleur. Alors, parlant de la loi El Khomri, nous étions peut-être beaucoup et nombreux à soutenir ce mouvement. En tout cas, nous l'étions à la France Insoumise, de mouvement d'opposition à la loi El Khomri. Et nous étions critiques d'un certain nombre de mesures. Mais une des faibles contreparties sur l'inflexibilité du gouvernement de l'époque concernait justement ce dont parlaient mes collègues sur le compte pénibilité. Alors, la ministre, le rapporteur et d'autres intervenants ont beau dire que tout le monde prend en compte la pénibilité, le gouvernement a tout de même choisi de changer les termes et d'effacer le terme de la pénibilité. Ça, c'est un fait, chers collègues. Donc, on peut ergoter, il ne s'agit pas même de procès d'intention, c'est un fait. Donc, une volonté, y compris par le langage, de remettre en cause le sens même de cette situation. Et encore une fois, Madame la Ministre nous dit qu'en même temps, les 10 critères restent et en même temps, 4 ont été mis de côté. Donc, de fait, 4 ont été exclus pour être traités plus tard dans la réforme, mais 4 ont tout de même été exclus. Merci, Madame Obono. Alors, juste pour... Oui, avis défavorable. Je redis, parce que si je n'ai pas été assez claire, je tiens vraiment à être extrêmement bien compris sur ce sujet, que les 10 critères sont maintenus. Tous les facteurs qui permettent d'être considéré comme quelqu'un qui a une vie professionnelle pénible seront constatés et les gens pourront partir plutôt à la retraite à temps plein. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est pour les 4 derniers critères, les modalités de déclaration qui vont passer d'un mode déclaratif des petites entreprises. J'ai là les chiffres pour dire à quel point elles n'y arrivaient pas. On s'attendait à peu près 3 millions de déclarations. Là, on en est à 793 000. Les TPE n'y arrivent pas. C'est juste, elles n'y arrivent pas. On peut écrire un droit. Mesdames et messieurs les députés, c'est une question de qu'est-ce que la loi? Si la loi n'arrive pas à être appliquée, est-ce que c'est un droit réel? C'est ça le sujet. Donc on ne remet pas en cause du tout ce droit. On pense que cette loi, c'est une loi de justice sociale et on partage ce point de vue. Par contre, si on met des modalités d'exécution, et c'est tellement important qu'on discute aussi les modalités d'exécution et pas que les principes, et que la modalité d'exécution fait que c'est inapplicable dans 1 million de TPE, à ce moment-là, si j'ose dire, nous, le gouvernement, on n'a pas fait notre travail et on fait quelque chose qui ne sera pas appliqué, mal appliqué. Et ça ne sert à rien d'aller contrôler 1 million d'entreprises si on leur a demandé de faire quelque chose qui était inapplicable. Donc, le sujet, ce n'est pas le droit des salariés, dont les droits acquis le reste. Les départs pourront avoir lieu,
Mais en revanche, on change pour les 4 derniers critères, qui étaient les plus difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient été mis après, parce que tout le monde savait que c'était quand même difficile à comptabiliser. Eh bien, au lieu de les mettre à la charge de la petite entreprise en déclaratif, il y a un examen médical qui permettra d'objectiver, et donc ça ne change rien, ça ne supprime pas les droits pour les salariés, mais ça rend la chose praticable des petites entreprises. Donc finalement, le droit pourrait être appliqué partout, réellement, ce qui est l'intérêt des salariés et des entreprises. Merci Madame la Ministre. Monsieur Faure. Alors, pour terminer en partie mon propos et du coup répondre à l'intervention de Madame la Ministre, il y a bien une exception par rapport à 4 critères. Dire, vous prenez tout en compte, mais il y a un certain nombre de difficultés par rapport à 4 critères. Soit, je rejoins en tous les cas l'intervention de mon collègue précédent, mais y compris sur la question de ces 4 critères. Vous utilisiez un exemple qui pour le coup est un petit peu caricatural sur la manière d'évaluer les charges, etc. Je pense qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va avoir des chronomètres à chaque main pour évaluer les charges, y compris si vous faisiez un peu confiance à l'intelligence des salariés qui peuvent évaluer et savent évaluer le type de travail qu'ils font. Et cette expérience-là aussi pourrait permettre de faciliter l'élaboration de ces critères. Et dans un deuxième temps, la question étant de savoir, d'une part, vous parliez de la justice sociale, c'est pas juste la justice sociale, c'est la vie des gens. On l'a dit et les exemples ont été donnés. Et d'autre part, vous mettez en balance des problèmes administratifs. Effectivement, qui existent. Mais entre la vie des gens, entre la vie de familles qui sont détruites et des problèmes administratifs, je pense que nous avons la volonté ici de privilégier la vie des gens et du coup de se donner, y compris les moyens, en termes d'accompagnement des TPE pour faire en sorte que, effectivement, s'il y a des complications, eh bien, il y ait des agents de l'URSSAF ou de l'administration qui puissent les aider et les accompagner. Et alors, si vous voulez pour le coup simplifié, vous pouvez revenir à ce que proposait mon collègue et ce que nous proposons, de revenir à la retraite à 60 ans et d'avoir ensuite des discussions par branche pour permettre que, automatiquement, dans les branches, il y ait des critères qui sont donnés. Nous avons des solutions à vous proposer. Ce que vous faites là va à l'encontre, y compris de ce que vous prétendez. L'intention est louable, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Merci Madame Obono. L'amendement qui est présenté est soucieux d'une clarification et c'est la raison pour laquelle, à mon tour, je veux en apporter une. Le compte pénibilité, c'est déjà une option. N'allez pas croire que nous en soyons satisfaits. La priorité, c'est d'abord d'empêcher la pénibilité et peut-être de favoriser ceux qui en réduisent les effets. Maintenant, pour ceux qui en sont les victimes, car il faut bien qu'on appelle les choses par leur nom, je voudrais faire remarquer que ce compte ne trouvera jamais grâce à nos yeux dans l'état dans lequel il se trouve. Il faut avoir été exposé pendant 25 ans à des conditions de pénibilité telles qu'on finisse par dire alors ça va donner droit à une réduction de la durée totale du temps de travail sur la vie en avançant l'âge de la retraite, point final. Mais 25 ans sur un poste de travail où l'on est exposé à une pénibilité. Alors, 2 remarques. Au bout de ces 25 ans, quel droit acquiert-on? Celui de voir l'équivalent de 2 années de cotisation accordée, 2 années gagnées. Cette décision a été prise l'année où l'on passait à 43 annuités pour pouvoir accéder à la retraite. Autrement dit, on a inventé un compte pénibilité qui reconnaît qu'au bout de 25 ans, on a le droit de partir à la retraite 2 ans plus tôt, c'est-à-dire exactement à l'âge auquel on partait jusque-là pour tout le monde. J'espère m'être bien fait comprendre. Au moment où l'on décidait de passer à 2 années de travail de plus, on a donné le droit à des gens, parce qu'ils étaient exposés pendant 25 ans, à travailler 2 années de moins, c'est-à-dire exactement au point où on était au point de départ. Et c'est à ce moment-là qu'intervient cette nouveauté qui est qu'on va retirer, je vais finir d'une phrase, de la pénibilité, l'exposition aux produits chimiques, les postures délicates et le port de charge lourde. Mais il reste quoi alors comme pénibilité à un poste de travail? L'amendement numéro 83 pour lequel M. Mélenchon a la parole. Bon, comme on n'interviendra qu'une fois, autant faire bref. Nous n'acceptons pas le statut de travailleur détaché. Voilà, point. Pourquoi? Parce que cela revient à créer un dumping social dont sont d'abord victimes les travailleurs détachés eux-mêmes,
mais tout l'environnement dans la même branche professionnelle quand une seule entreprise a recours à un travailleur détaché. Pourquoi? Parce que le travailleur détaché coûte moins cher à son employeur dans la mesure où les charges sociales, les cotisations sociales de cet employé sont moindres car elles relèvent du régime de sécurité sociale du pays d'origine. Une modification est en cours de la directive à l'Europe. Ne vous laissez pas attraper par cela, mes chers collègues. Cette modification ne changera rien du tout, à part qu'on dira le travailleur sur place doit avoir la même paye que les autres. Bon, ben fort bien, nous en sommes bien contents pour lui. Mais pour autant, les cotisations sociales resteront payées dans le pays d'origine. Nous sommes donc absolument opposés à ce statut. Lorsqu'il s'agit des transfrontaliers, alors pourquoi on est opposé? Ben évidemment, parce que ça vide les comptes de la sécurité sociale, parce que ça la met en péril. Et la preuve que ça a un effet contagieux extrêmement dangereux pour l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, c'est qu'on pointe que 10% des travailleurs détachés sont en réalité embauchés par des entreprises françaises qui ont une assise coquille vide au Luxembourg ou des pays voyous de cette sorte, qui ont des statuts fiscaux voyous de cette sorte, parce que je pèse mes mots, ce n'est pas acceptable ce que fait le Luxembourg d'accepter de telles coquilles vides, pour ne rien dire des autres pillages fiscaux auxquels il se livre. Donc nous avons affaire à 10%, vous m'entendez, et vous verrez que si nous ne mettons pas fin à cette affaire, petit à petit, tout sera dévoré de l'intérieur et on nous dira, à nous les législateurs, créer des conditions égales pour tout le monde, c'est-à-dire alignées par le bas. Le travail détaché doit cesser, ou alors il se fait aux conditions françaises. Oui. Rebonjour. Juste, un jour, il y a eu une manif là, aux Invalides, il n'y a pas longtemps, et il se trouve qu'à l'occasion de la manifestation, il y avait un paquet de travailleurs roumains qui étaient là, parce qu'ils étaient en grève, parce qu'ils se sont pas fait payer des dizaines, voire des centaines de jours de congés supposés, et que d'après la CGT, le préjudice s'est évalué à quelques dizaines de milliers d'euros, maintenant par salarié, avec toute la difficulté qu'il y avait un intermédiaire qui se trouve en Espagne, les travailleurs roumains donc parlant espagnol et ne parlent pas en français, bien qu'étant détachés sur des chantiers français, dont l'hôpital d'Amiens, pour faire ce boulot-là. Donc d'une part, ça serait bien que peut-être le ministère du Travail intervienne concrètement dans ce dossier-là pour aider à régler et pour créer un rapport de force, parce que moi je crois au dialogue social, mais je crois que le dialogue social existe toujours dans le cadre d'un rapport de force et que l'État a normalement pour fonction de renforcer la partie la plus faible, et en l'occurrence les travailleurs détachés. Donc j'aimerais bien que sur ce dossier il y ait une intervention claire de l'État. Et ensuite je trouve que là l'amendement il va plutôt, puisqu'on parlait de porte-à-porte et puis tout ça, pas dans le sens que souhaitent les Français. Parce que le sens que souhaitent les Français, c'est la lutte contre ce travail détaché, à la fois les salariés, mais puisqu'on est dans la défense des petites entreprises ici, moi j'ai rencontré plein de petites entreprises du bâtiment qui ont le sentiment de subir une concurrence déloyale de ce fait-là. Et c'est toujours la même chose, c'est que pour ce qui est de régler le problème des travailleurs transfrontaliers et puis tout ça, on fait des ordonnances, on y va vite, tandis que pour ce qui est sur ces problèmes qui nous paraissent urgents et qui paraissent urgents aux Français, on nous dit qu'il va y avoir des règles plus précises, mais qu'on verra plus tard. J'aurais préféré qu'on fonctionne à l'inverse et qu'on mette le paquet sur ce travail détaché dès aujourd'hui. Monsieur Mélenchon. D'un mot pour qu'il n'y ait pas de confusion, je voudrais rappeler que les transfrontaliers ne sont pas des travailleurs détachés. Ce sont des travailleurs de plein droit de l'exercice du pays dans lequel ils vont. On est travailleur détaché quand on est embauché par une entreprise qui se situe ailleurs qu'à l'endroit où l'on va travailler et qui fait appel à ce statut particulier. Pour pas qu'on confonde. Donc mon intervention contre le travail détaché n'est pas une intervention contre le travail transfrontalier. Ce serait tout simplement ruineux pour nos voisins comme pour nous-mêmes. Bon, mon point d'étape sera plus succinct que les précédents, je vous en prie. Dans la mesure où cet article 5 n'a pas l'étendue principielle des autres, mais néanmoins il est dans le même fil. Bon, nous constatons un désaccord. Vous êtes persuadés, je viens de l'entendre encore à l'instant, que ce qui est décidé ici sur le compte pénibilité va améliorer les protections des salariés. Les bras nous en tombent. Et c'est depuis le début comme ça. On dit une chose et ce qu'on est en train de faire est exactement le contraire. J'ai dit tout à l'heure ce que nous en pensions, alors même
que nous n'avons pas été favorables à cette idée du compte pénibilité tel qu'il avait été mis en place. Mais cependant, on doit, dans cette critique, lui reconnaître une vertu. C'est qu'il permettait pour la première fois de mettre en place à très grande échelle une évaluation de ce qu'était la pénibilité. Et donc on avait une base sur laquelle après on pouvait faire d'autres développements. Maintenant c'est terminé parce que le tour de passe-page, je t'enlève ci, je te rajoute ça, puis demain je verrai le reste, fait qu'à la sortie il ne reste plus rien. Et de la même manière, sur la protection sur la question, excusez-moi, du travail détaché, je pense que là, il faut prendre... Bon, le président Macron dit qu'il va discuter avec les Allemands pour qu'on se mette d'accord. Non, on ne peut pas se mettre d'accord. Ce n'est pas les Allemands qui posent problème. C'est l'ensemble des pays de l'Est, parce que M. Barroso avait dit depuis le départ que comme il n'y avait plus d'argent pour les fonds structurels pour équiper ces pays, il se paierait sur la différence, il se paierait en recevant les équipements et en ayant les méthodes qui leur permettent de faire de la différence de coût salarial l'avantage comparatif décisif. Par conséquent, ils ne seront jamais d'accord pour mettre fin au système du travailleur détaché. Voilà. Dans ces conditions, je pense qu'on passe à côté de la cible. C'est maintenant qu'il faut dire on ne veut plus de ça chez nous, opt-out. Voilà. Opt-out, ça existe. Les Anglais l'ont pratiqué du temps où ils étaient membres de l'Union européenne. Je pense que c'est ce que nous aurions dû faire. Mais à ce moment-là, vous auriez donné le signal exactement inverse de celui que donne tout le reste des ordonnances, c'est-à-dire un signal où la préférence va à la libéralisation et à l'individualisation des rapports sociaux plutôt qu'à leur collectivisation. Merci Monsieur Mélenchon. L'article 6, Madame Autain, vous avez la parole. Votre liste des inscrits. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En fait, nous y sommes avec cet article, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'il s'agit de vous donner le blanc-seing pour pouvoir inscrire dans le droit toutes les contre-réformes qui n'auront pas été véritablement débattues dans cet hémicycle, puisque nous ne débattons que du champ, du périmètre sur lequel vous allez pouvoir détricoter les protections et les droits pour les salariés. Donc autant vous dire que nous sommes littéralement opposés à cet amendement, que nous persistons dans l'idée qu'il est assez ahurissant que vous ayez en un délai record jugé urgentissime de détruire ce qui relève de plus d'un siècle de lutte sociale, sans même permettre à notre Parlement de pouvoir, dans le détail, et parfois même dans les grandes lignes, nous exprimer et avoir y compris un recul sur les lois Macron et les lois El Khomri, puisqu'elles ont été mises en place quand même de façon très récente sur leurs effets, et donc pour avoir un vrai débat démocratique. Et je ne parle même pas du débat public totalement escamoté, puisque nous sommes en plein été, que la mobilisation sociale du coup est extrêmement difficile, que le débat public est relâché. Vous n'en avez rien à secouer, vous avancez, et donc, mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. C'est un déni de démocratie, c'est un pur déni de démocratie. Nous signons et nous persistons, et nous estimons en plus que vous voulez non seulement avoir libre cours pour traduire ce que nous ne savons pas précisément de ce que vous voulez inscrire, même si nous en avons compris la philosophie générale, ce qui nous inquiète profondément, parce que c'est un projet particulièrement libéral qui s'est exprimé dans cet hémicycle, donc nous sommes très inquiets. Mais en plus, vous allez corriger, dites-vous, des erreurs matérielles, des choses qui auraient été mal faites à l'issue des lois El Khomri et Macron. Donc tout ce travail ne nous paraît pas sérieux, nous paraît dangereux pour le pays, et donc nous sommes frontalement opposés à cet amendement. Donc je constate qu'il n'y a plus de prise de parole et j'appelle donc l'amendement numéro 80, qui est un amendement de suppression et qui est défendu par M. Coquerel. Bien, je vais reprendre dans le fil de ma collègue et amie Clémentine Autain. Donc effectivement, depuis lundi, avec ce texte, nous aurons inversé les normes donnant à l'entreprise et même aux établissements le soin désormais de décider de ce qui est normatif et rendant du coup la loi, j'allais dire, presque inutile ou en tout cas affaiblie par rapport aux accords d'entreprise. Dans le même temps, avec l'article 4, contrairement à ce qui a été dit ici, vous avez affaibli les branches, vous avez affaibli d'un autre côté les représentativités du personnel et donc les capacités de négocier par entreprise, qui fait que, quelque part, au deux bouts finalement de l'échelle, à la fois vous affaiblissez la loi qui protège et vous affaiblissez les salariés pour négocier par entreprise.
Vous avez survalorisé des nouveaux CDD en permettant qu'ils soient finalement, là encore, décidés tant en termes de période de contenu par les branches et non plus par la loi. Vous avez créé un sous-CDI pour reprendre quasiment les paroles de la ministre avec le CDI de chantier. Vous avez fait des nuits quasiment, là aussi, un moment normatif pour travailler, alors que chacun sait que c'est absolument contraire à toute horloge biologique. La preuve, j'entendais ce matin une députée qui disait « Ah là là, le matin, on est quand même plus frais pour travailler ». Elle avait bien raison. Et enfin, vous aurez finalement prolongé tout ce que la loi El Khomri avait été obligée de stopper du fait des mobilisations et de l'opposition de notre peuple. Donc tout ce travail, c'est cet article 6 qui le permet, et vous comprendrez que nous demandons de le supprimer. Merci. Évidemment, quand on lit cet article 6 dans cette langue délicieuse et indépassable du jargon, à la vérité, on ne comprend rien, et puis on comprend, forcément. Bref, l'article 6 vous donne, parce que sinon, comment, une ordonnance pour décider quoi? Qu'on va toiletter les sujets et les verbes? Non. C'est une ordonnance, donc c'est un procédé politique tout à fait exceptionnel. Et il vous donne un pouvoir tout à fait exceptionnel. Monsieur le rapporteur, c'est votre qualité personnelle d'arrondir les angles. Mais là, tout de même, vous nous dites, il y a des incohérences qui peuvent avoir surgi. Alors évidemment, comme vous le dites toujours d'une manière très courtoise et aimable, on a envie de vous dire, mais il a raison cet homme. Mais enfin, il s'agit de repeigner tout le code du travail, et vous allez faire ça de votre côté, sans que la représentation nationale n'ait rien à dire. Vous allez interpréter, pas vous, monsieur le rapporteur, mais le gouvernement va interpréter tout seul la signification de 2 ou 3 des dernières lois qui ont modifié tout le code du travail et la manière dorénavant de formuler les articulations entre les différents articles. Mais c'est pas rien, c'est pas de la rédaction, c'est pas une copie comme une autre, c'est le code du travail. C'est donc un moment tout à fait extraordinaire que celui où nous donnons le pouvoir à une poignée de gens de réorganiser eux-mêmes et sans aucun contrôle, car dans la loi d'habilitation, vous ne pourrez voter que oui ou non. Vous ne pourrez pas dire « Ah ben à telle ligne, non, ça ne nous va pas du tout » ou à telle autre ligne, vous n'avez rien compris. Non, vous devrez dire oui ou non à un exercice où une poignée de personnes que vous ne connaissez pas, parce que ce sera peut-être même pas la ministre elle-même, même si c'est elle qui porte la responsabilité politique, une poignée de personnes auront modifié entre elles et à elles toutes seules tout le code du travail. Merci Monsieur Mélenchon. Exceptionnellement, je vais prendre un troisième orateur en la personne de Monsieur Larrivé. Oui, mes chers collègues, je voterai l'amendement de la France Insoumise pour des raisons de pure forme. Je crois en effet que le champ de l'habilitation prévu par l'article 6 de ce projet de loi est extrêmement vague. Il me semble méconnaître l'article 38 de la Constitution. Je pense que nous ne pouvons pas habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance un texte qui, je cite, va harmoniser l'état du droit. Harmoniser l'état du droit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que nous méconnaissons notre propre compétence en envisageant de voter une habilitation aussi large. Je le dis comme membre de la commission des lois. Il me semble qu'au plan légistique, cet article n'est ni fait ni à faire. Oui, alors Michel Perron, député de Seine-et-Marne. Donc je suis une ancienne socialiste et je n'ai jamais été muselée de ma vie. Alors mes compagnons et moi, c'est la même chose. Je vous prie d'en tenir compte, monsieur. Je vous prie d'en tenir compte. Vous et tout le monde. Bon. Non, mais c'est pour répondre à madame. La liberté, ça se prouve. Moi, je fais depuis le début, je fais le pari de votre liberté et je fais le pari de votre diversité, en pensant que dans ces rangs, il y a des gens qui viennent en effet d'horizons différents, qui appartiennent à des familles politiques différentes, qui ont des sensibilités différentes. Bon, mais quand il y a des centaines d'amendements qui vous sont proposés, qui sont dans des registres complètement variés, que nous-mêmes nous employons pour émouvoir vos cœurs, des tonalités différentes, qui passent par le rire, qui passent par la colère, qui passent par le rappel de l'histoire, qui passent par tout ça, et qu'à l'arrivée, on a un groupe absolument homogène qui vote tout en cadence, je suis désolé, mais pour l'instant, et tout en continuant à parier bientôt sur le fait que votre liberté va se réveiller, mais on ne peut pas appeler ça autrement qu'une assemblée de godillots. Monsieur Camardi. Oui,
Monsieur Camardi, avant vous. Et enfin Monsieur Balanant. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas... S'il vous plaît, seul Monsieur Camardi a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, le sentiment d'appartenir à une assemblée de godillots, et en tout cas, j'assume mes responsabilités comme toutes celles qui siègent au sein de cette assemblée. Cela étant dit, je voudrais, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, vous dire une anecdote. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il n'y avait rien de plus complexe dans la vie que la nature humaine. Eh bien, je vis cette affirmation cet après-midi, notamment avec ce qu'on vient de vivre. D'un côté, il y a ceux qui réclament l'abrogation, la suppression de l'article, il y a ceux qui réclament son maintien, et il y a moi qui revendique à ce qu'effectivement ce texte soit applicable à Mayotte. Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous avons à Mayotte, depuis 1975, fait le chemin de l'intégration dans la République. Et tout le temps, on nous a traités, parce que nous étions, après avoir été longtemps oubliés, nous a traités par ordonnance, sauf que les ordonnances qui étaient prises n'étaient pas celles qui étaient prises au plan national. Souvent, on nous avait prescrit des ordonnances qui étaient totalement inadaptées en utilisant le mot adaptation. Donc ce soir, je souhaite que Mayotte soit traitée au même pied d'égalité, c'est-à-dire que ces ordonnances-là, sur lesquelles nous sommes en train de débattre, puissent s'appliquer à Mayotte et dès maintenant, de telle manière que demain, on n'ait plus à revenir, à demander encore une extension par ordonnance, où là, on nous servirait des ordonnances qui seraient totalement inadaptées pour soigner les malades qu'est la société mahoraise. J'appelle l'amendement numéro 89 qui est défendu par... Madame Taurine. Merci. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable aux suppressions de l'alinéa. Donc nous, on veut simplement cette fois-ci le compléter. Donc on suppose que vous allez y être favorable. Puisqu'en fait, il s'agit simplement d'ajouter le terme sans porter préjudice aux droits des salariés. Puisque tout l'après-midi, on a entendu que c'était le but de ce texte. Ce serait beaucoup mieux si ça pouvait être écrit. Puisqu'en fait, on entend abroger les dispositions devenues sans objet et remédier aux éventuelles erreurs du droit antérieur. Donc simplement rajouter ce qui serait juste pratiquement un amendement rédactionnel. Donc vous pouvez sans difficulté l'adopter. Donc rajoutez juste les mots suivants, sans porter préjudice aux droits des salariés. Merci Madame Taurine, Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, merci pour votre clin d'œil qui montre que vous m'avez écouté tout à l'heure et de votre attention. J'ai un avis défavorable sur votre amendement, mais vous allez voir, laissez-moi, soyez pas déçus avant que je vous ai donné mon explication. Peut-être que vous serez déçus quand même après. Moi, il me semble que cet amendement est satisfait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'ailleurs, ça a été expliqué tout à l'heure par Madame la Ministre, et je crois un petit peu par moi, mais sans doute mal parce que je ne vous ai pas convaincu. L'harmonisation des codes et lois en vigueur et la correction des erreurs matérielles, c'est ça l'objet. Alors évidemment, vous avez imaginé que cette harmonisation visait sans doute à casser le socle des dispositions fondamentales dont on a ensemble déjà débattu. Mais il ne modifie pas le fond des dispositifs. Ça n'a pas vocation d'ailleurs à porter préjudice aux droits des salariés. D'ailleurs, chers collègues, pour tout vous dire, je suis moi-même aussi un ancien salarié depuis que j'ai 18 ans. Donc j'ai une idée du fait que c'est intéressant et important d'avoir des relations équilibrées dans l'entreprise. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour vous expliquer pourquoi j'étais défavorable à votre amendement en y répondant sur le fond quand même. Merci Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Madame Taurine. Excusez-moi, mais puisque vous êtes d'accord, pourquoi vous ne voulez pas l'écrire? Pardon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes ici tous d'accord. Donc simplement, il suffirait de l'écrire. Je ne comprends même pas pourquoi c'est impossible. Peut-être que la liberté... Attendez. Monsieur Ruffin, attendez que je vous donne la parole. Vous l'avez. Oui, mais c'est pour revenir, faire le lien entre ça. Je veux dire, la demande, là, elle paraît extrêmement minimale. Donc je ne vais pas m'adresser seulement au rapporteur ou à Madame la Ministre, mais à nouveau aux députés de En Marche. La liberté, ça se prouve par un geste simple, sans porter préjudice aux salariés.
C'est pas possible que dans votre groupe, sur cette simple petite phrase, il y ait d'emblée une unanimité des cœurs sur ça. Donc je veux dire, laissez parler votre cœur et laissez parler votre diversité. Merci Monsieur Ruffin. Donc je vais passer au vote sur cet amendement numéro 89 qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. J'appelle l'amendement numéro 87. Amendement numéro 87. Alors, comme en fait vous venez de refuser d'inscrire dans l'alinéa précédent ce complément, sans porter préjudice aux droits des salariés, nous sommes en droit donc de penser que cette mise en cohérence dont vous parlez en introduction sera justement le lieu de cette casse du Code du travail en faveur des entreprises. Et donc, nous refusons nous posons cet alinéa. Voilà, on refuse l'alinéa. C'est ça, on refuse l'alinéa. On supprime l'alinéa. Voilà. Merci Madame Rubin. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement numéro 87. Oui, j'avais bien compris votre objectif de supprimer l'alinéa, chers collègues. Vous avez compris mon exposé de tout à l'heure, donc j'y suis défavorable à cet amendement qui d'ailleurs a été rejeté par la Commission. Merci Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Pas de prise de parole, donc je mets l'amendement aux voix. L'amendement numéro 87, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement numéro 88, défendu par Monsieur Coquerel. Bien, j'ai souvent entendu sur les bancs de cette Assemblée, vers le centre, parler de la complexité, l'épaisseur du Code du travail, etc., etc. Je voulais rappeler à nos collègues, d'ailleurs, en passant, que plus de 80% de cette complexité, ou en tout cas de cette épaisseur, est due très souvent aux dérogations, exceptions demandées par le patronat, et notamment le MEDEF. Parce que chacun sait que quand on veut tuer un cheval, on essaie de le rendre plus malade qu'il n'est. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit que les lois peuvent aussi avoir à un moment donné leur influence. Et notamment les lois qui visent évidemment déjà à affaiblir le Code du travail. La loi Macron, par exemple, a fait en sorte d'augmenter de 5 pages le Code du travail, et la loi El Khomri a apporté évidemment son tribut. Donc on pourrait être finalement assez heureux de constater que cet amendement admet que ces deux lois ont provoqué des erreurs matérielles ou des incohérences dans l'actuel Code du travail. Bien. Après, il m'aborde, ça pourrait être positif. Sauf que le contenu des débats depuis 3 jours me laisse à penser que le sens qu'on va donner à ces corrections n'est pas vraiment celui que, pour notre part, nous souhaitons, c'est-à-dire de permettre au Code du travail de remplir son devoir avant tout, qui est non pas, comme j'ai entendu dire, la question de permettre un bon équilibre dans une entreprise, parce que je rappellerai à monsieur le rapporteur encore une fois que le lien de subordination est reconnu de fait entre le chef d'entreprise et le salarié, et c'est bien à ça d'ailleurs que servent les lois pour le protéger, mais au contraire, malheureusement, d'aller dans le sens de ce que vous avez fait depuis 3 jours, c'est-à-dire d'aggraver la norme en défaveur des salariés, c'est-à-dire en la mettant au niveau des entreprises. Du coup, je crains qu'on veuille tellement complexifier le Code du travail qu'en réalité, à la fin, on veuille le faire disparaître ou rendre inutile. Nous demandons le retrait, du moins la suppression de cet alinéa 3. Merci. Merci Monsieur Coquerel. Je vous indique que sur cet amendement numéro 88, je suis saisi d'un scrutin public par la France Insoumise et que le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, je vais faire court, Monsieur le Président, chers collègues, puisque je m'étais déjà exprimé sur le sujet. Pour cet amendement rejeté par la Commission, avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Je voudrais juste profiter de ce petit laps de temps que nous avons, merci messieurs, pour vous préciser que si nous n'intervenons pas vraiment et si vous ne nous entendez pas beaucoup, c'est juste parce que les explications de la ministre et du rapporteur réussissent à nous convaincre. Allez-y, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, allez-y. Mais moi, je le crois, madame, que vous êtes convaincue. Je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous votez sans être convaincu. Mais il y a bien des manières d'être convaincu. Là, nous avons sous les yeux la démonstration de la force d'un système. Un effet de système, précisément, son effet échappe à ceux qui en sont partie prenante. Peut-être que vous êtes d'autant plus convaincu que vous n'avez pas le choix. Ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie.
on est d'autant plus convaincu qu'on n'a pas le choix. Pourquoi n'avez-vous pas le choix? Pas à cause de vos qualités personnelles ou de votre esprit critique insuffisant, mais tout simplement parce que nous sommes en présence d'un coup de force. Ce qui est à discuter, ce n'est pas celui-ci, c'est le principe même de l'ordonnance. Les gaullistes, eux, sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord depuis le début, c'est eux qui ont inventé ça. Mais nous sommes hostiles à l'idée d'ordonnance, surtout quand elle s'applique à la totalité d'un code du travail. Rendez-vous compte, enfin vous vous en êtes rendu compte, de l'énormité du procédé. Donc cela dépasse vos personnes, nos personnes. Nous avons l'impression d'être rendus témoins d'un phénomène de glaciation politique qui est le résultat d'un système institutionnel. En vérité, vous n'avez pas le choix, parce que si par hasard, supposez, ça peut exister, vous nous avez vu des fois voter avec vous. Supposez qu'une fois, vous votiez avec nous la suppression d'un article entier parce qu'on vous aurait convaincu. Par exemple, là, on vient de vous dire ils ont pris tous les pouvoirs pour réécrire tout le code du travail. Vous disiez, ah, mais ce monsieur Mélenchon dit quelque chose de sensé. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous créeriez une crise ministérielle et une crise présidentielle. Merci, par conséquent, ne dites pas qu'une décision contrainte est une décision libre. On a le droit librement de se contraindre, mais ne faites pas croire le contraire. Alors, puisque ces quelques minutes se sont écoulées, je vais passer maintenant au scrutin et je mets aux voix l'amendement numéro 88 en vous priant de bien vouloir regagner vos places, ce qui semble être fait. Le scrutin est donc ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 113, nombre d'exprimés 110, majorité à 56, pour 19, contre 91. L'amendement 88 est rejeté. J'appelle l'amendement numéro 85 qui est défendu par Madame Obono. Alors, il s'agit d'un amendement, étant donné que le précédent a été rejeté, pour compléter l'alinéa 3 de l'article 6 avec la formule suivante, de façon la plus favorable aux droits des salariés. Je réexplique le sens de cet amendement. Il ne s'agit pas de remettre en cause la bonne foi de qui que ce soit, le fait que nous sommes tous des êtres sensibles, que nous connaissons des difficultés, nous avons une vie, un parcours qui nous rend sensibles à toutes ces choses. Il ne s'agit pas non plus de caricaturer des patrons qui sont aussi des êtres humains, qui sont de bons patrons parfois et qui sont parfois mis dans des situations où, étant donné la concurrence, étant donné le dumping social, étant donné la création d'une grande surface face à leurs petites entreprises, sont obligés par le système à moins bien payer leurs salariés et à moins bien protéger les droits de ces salariés. Donc ce n'est pas une mise en cause personnelle, c'est une analyse politique, d'une part. Et dans ce cas, nous demandons du coup à ce que soit inscrit dans la loi d'ordonnance ce simple principe avec lequel vous dites être d'accord, et on vous croit, et on vous prend au sérieux. Alors si vous êtes d'accord, vous n'aurez aucun problème à compléter cet alinéa. Parce qu'encore une fois, il y a une dernière chose, là ça ne s'adresse pas à nos collègues, mais par contre au gouvernement et par contre à Madame la Ministre, nous ne pouvons pas croire en vos intentions. Nous ne pouvons pas croire en votre parole et en votre bonne foi parce que nous avons l'expérience des mêmes paroles, des mêmes bonnes foi qui sont présentées à chaque fois et dont on connaît les conséquences aujourd'hui. Merci. Alors je précise, pour ne pas vous surprendre, que je suis saisi sur cet amendement numéro 85 d'une demande de scrutin public de la part du groupe La France Insoumise. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je voulais juste intervenir tout à l'heure auprès de la France Insoumise et leur demander pour qui vous vous prenez de nous traiter, nous, de godillots, de nous dire que nous n'avons pas le choix, que nous sommes ici pour assister sans aucune action de notre part à un choix qui est pris par le gouvernement. Pour qui vous vous prenez? Nous sommes là, nous avons autant de légitimité que vous. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons adhéré à un projet, que vous le vouliez ou non. Nous voterons pour ce projet parce que nous sommes là pour le défendre. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 119, nombre d'exprimés 113, la majorité est à 57, pour 17, contre 96. L'amendement est rejeté. J'appelle l'amendement numéro 90 qui est défendu par Monsieur Mélenchon. Oui, c'est un amendement de cohérence, cohérence avec nous-mêmes, hein, puisqu'il demande la suppression de l'alinéa, comme on a demandé la suppression des autres alinéas. Excusez-moi que je n'aille pas me laisser emporter par le fou rire après tant d'heures de débat. Mais puisque c'est dit,
J'en profite pour dire à mon collègue de Mayotte qu'il m'a bien surpris. Et oui, et je pense que son intervention mérite d'être d'abord remarquée, saluée et discutée. Et oui, Mayotte a, de manière constante et sans aucune ambiguïté, toujours manifesté son attachement à son identité républicaine française. Ce qui soulève toutes sortes de difficultés dans l'environnement, nous en sommes d'accord. Mais cette volonté est tellement forte, elle ne s'est tellement pas démentie qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est. Et vous avez encore récemment, naguère, voté pour la départementalisation, alors même que la mère patrie n'avait pas l'air si précipitée que ça à l'accepter. Alors comment, après avoir manifesté avec une telle vigueur l'attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République, qui ne veut rien dire d'autre que l'unité et l'indivisibilité de la loi, ce n'est pas une affaire de frontières. Vous nous dites donc nous voulons que l'ordonnance telle qu'elle est là s'applique chez nous sans qu'on nous oblige à y revenir pour l'avoir. Mais mon cher collègue, cette ordonnance rompt l'unité et l'indivisibilité de la loi, non seulement sur le territoire de la nation, mais vous allez voir ce qui va arriver, comme ça va arriver à Mayotte, si on dit que dans les relations de travail, le droit c'est le droit du plus fort. Il est clair qu'elles sont tellement brutales que vous auriez bientôt à vous en mordre les doigts. Merci. La parole est au rapporteur sur cet amendement numéro 90. Oui, je vais être bref après l'exposé de notre collègue qui, à mon avis, fait plutôt référence à l'amendement suivant. Sur ce qui est de l'amendement numéro 90 qui a été rejeté par la Commission, j'ai un avis défavorable. Madame la ministre. Avis défavorable. Alors, la parole est à Madame Obono, puis à Madame Rissin. On arrive au terme du débat puisque les collègues de la France Insoumise sont pris à partie. Bien sûr que... Non, mais je réponds. Sinon, on pourrait laisser sans réponse, mais je tiens à répondre par rapport à la collègue. Effectivement, on a tous été élus sur des programmes, sur des idées, et il est à l'honneur de tout le monde de continuer à les défendre. En même temps, on représente aujourd'hui quelque chose d'un peu différent. On représente une assemblée où on est censé faire la loi et discuter et échanger des arguments. Et donc, sans se renier, on peut penser que le développement d'arguments, le fait de travailler sur des textes qui vont signifier énormément de choses pour le pays, pour la société, pour les salariés, fasse avancer la discussion. Et je pense que la réaction que vous entendez, que vous percevez de notre part, vient du fait qu'on se retrouve dans des circonstances en plus qui posent un certain nombre de problèmes à faire face à un mur qui ne fait pas avancer la discussion de notre point de vue. Alors effectivement, vous pouvez toujours être convaincu de ce que vous dites. Par contre, la réaction et l'impression que donne cette conviction est d'une impossibilité, pour le coup, d'avoir un débat législatif et d'assumer les responsabilités qui nous ont été données à tous et à toutes en étant élus et même avec l'objectif de défendre un programme, de faire avancer, de faire bouger la société et de nous faire entrer dans le XXIe siècle. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer d'entendre. Merci Madame Obono. Madame Rissin. Oui, chers collègues, notamment Monsieur Mélenchon, j'aurais juste quelque chose à vous rappeler. Le principe même des ordonnances a évidemment aussi du bon et permet de changer un certain nombre de mentalités. Permettez-moi de vous rappeler que les ordonnances de 1944 ont permis à chacune d'entre nous qui sommes présents dans cet hémicycle de pouvoir voter ce texte que nous partageons, grâce notamment aux ordonnances de 1944. Merci. Merci mes chers collègues. Nous allons procéder au vote sur cet amendement numéro 90. Je rappelle que cet amendement a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Monsieur Mélenchon, pour l'explication de vote. Oui. Nous voici quand même rendus à l'article 6. Mes précédentes interventions d'explication de vote avaient pour objet de montrer comment tout cela s'enchaîne. L'article 6 est assez succinct, mais ça... permettez l'expression, dangerosité à nos yeux est extrême, puisqu'elle donne blanc-seing au gouvernement pour harmoniser l'ensemble du Code du travail d'après l'esprit qui résultera des dispositions qu'il aura prises dans ces ordonnances, qui est une construction dont nous avons fait la démonstration, sans vous convaincre, qu'elle visait à une individualisation des rapports sociaux
et à un écartement du champ de la loi insupportable avec l'idée que nous nous faisons de l'ordre social républicain. Les derniers échanges que nous avons eus ont pris des chemins de trace qui nous éloignaient du sujet, mais néanmoins, je n'ai pas entendu quelqu'un défendre qu'un groupe de personnes, à elles toutes seules, réécrivant la totalité du Code du travail et interprétant chaque difficulté d'interprétation qui se produit dans n'importe quel texte, je veux dire pas seulement celui-ci, n'importe qui au travail sur un texte avec quelqu'un d'autre finit toujours par trouver le moment où on ne l'entend pas de la même manière. Eh bien là, on donne plein pouvoir pour que la totalité de tous les sujets qui pourraient comporter une ambiguïté serait tranchée du même côté idéologique. C'est une erreur totale. Le Code du travail est par définition un texte de compromis. Avec ce qui vient de se faire là, il n'y a plus aucun compromis. Une partie emporte tout, les autres sont priés d'applaudir en cadence. L'amendement numéro 79, Madame Panot. Oui. Voilà. Donc nous étions déjà, lors de la loi Macron, opposés à l'extension du travail dominical. Nous nous étions fortement opposés à l'époque et nous continuons à nous opposer ici. Nous avons donc déposé un amendement de suppression pour deux raisons. La première, c'est ce que je disais, que nous nous opposons au travail du dimanche. D'abord, parce qu'il est majoritairement subi et mal indemnisé. Le travail le dimanche n'est pas un choix, c'est parce qu'on n'est pas assez payé la semaine qu'on travaille le week-end. Donc c'est la question des salaires qu'il faudrait revoir et non pas étendre le travail de dimanche. De plus, la loi ne garantit pas le droit à coup sûr à une majoration salariale ni au repos compensatoire et notamment c'est le cas pour les sous-traitants. Enfin, le travail du dimanche crée des problèmes de vie quotidienne insolubles. Il y a un rapport qui est sorti qui montre notamment les effets sur la santé des travailleurs et des travailleuses le dimanche et une perte de sociabilité notable ainsi qu'une diminution du temps de loisir lorsqu'on travaille le dimanche. De plus, contrairement à ce qu'on dit, et il faut tordre le cou à cette idée, le travail du dimanche ne crée ni d'emploi ni de relance d'activité. Et notamment, les petites et moyennes entreprises sont opposées à ce travail du dimanche qui favorise surtout les grandes enseignes et qui a un risque très grand de détruire l'emploi dans le petit commerce. Enfin, la deuxième raison de notre amendement de suppression, c'est que nous voudrions un bilan sur les dérogations faites au travail le dimanche. Pourquoi faites-vous une extension des dispositions transitoires? Combien d'emplois ont été créés? Combien d'emplois ont été détruits? Comment est-ce vécu par les salariés? Et enfin, à quelle majoration donne lieu le travail de dimanche, notamment pour les sous-traitants? Merci. Merci Madame Panot. Oui, moi je voudrais quand même qu'on regarde un peu ce qu'on est en train de faire et comprendre que c'est une philosophie. Donc on est en train de favoriser le travail de nuit. On est en train de favoriser le télétravail sans avoir la moindre réflexion sur ce que cela induit, j'allais dire, du côté permanent au poste de travail pour des salariés que cela peut provoquer. Et on est en train de prolonger le travail le dimanche. Alors, plusieurs arguments que je voulais donner. Premièrement, sur l'idée que ça créerait de l'emploi. Non, ça ne crée pas de l'emploi. Parce que l'emploi créé dans les magasins qui peuvent ouvrir le dimanche, il ferme dans les magasins qui ne peuvent subir cette concurrence et qui du coup ferment. La deuxième chose, c'est que dans la situation que nous connaissons et où je vous rappelle que les revenus du travail, eux, n'augmentent pas, il est faux de penser que ce qu'on consomme le dimanche, ce n'est pas à un moment donné ce qu'on n'a pas consommé le jeudi. Autrement dit, il n'y a pas comme ça une masse qui ferait que tout d'un coup, il y a un tel pouvoir d'achat que le dimanche, on consomme en plus du reste de la semaine. C'est pas vrai. Ce qu'on consomme le dimanche, on ne l'a pas consommé à un autre moment de la semaine. Par contre, il y a une chose de sûre, c'est que c'est un modèle de société qu'on est en train de détruire. Celui où on estime qu'une journée par semaine, oui, on a le droit tous ensemble, la société tous ensemble, de se divertir, d'être en famille, de faire du sport, de faire du travail associatif, etc. Et que c'est ça qu'on est en train de casser. Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Et je voudrais dire une dernière chose sur cette idée de concurrence. Moi, je suis dans une première circonscription de Seine-Saint-Denis où, dans les cités, les centres commerciaux, les cafés, etc. sont en train de fermer les uns après les autres. Et pourquoi pensez-vous qu'ils ferment? Parce qu'ils sont en concurrence avec des grandes distributions, des trucs de type Europa City et autres, qui produisent du consumérisme, qui produisent du productivisme et qui, eux, peuvent ouvrir justement le dimanche parce qu'à la fois, ils sont dans des zones dites touristiques et en plus parce qu'ils ont les moyens financiers de supporter les coûts occasionnés par le travail de dimanche. Donc vous, en même temps, vous êtes en train de créer une concurrence absolument explosive en termes d'aménagement du territoire. Donc je passe au vote sur l'article 7 comme je viens de l'annoncer et je donne la parole à Monsieur Mélenchon.
Mais il fait une explication de vote, les amis. Hein. Je vois que ça. Hein. Alors, non. Monsieur Mélenchon, vous voulez expliquer pas votre moi vote le président, avant ou hein. après vos collègues communistes? Ah ben, toujours après. Donc, par contre, décidez-vous, hein. Ou Monsieur Peu ou Monsieur Mélenchon, mais... Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Bon. Exactement. Voilà, c'est dans l'Évangile, mon grand. Le compteur est déclenché pour vous, Monsieur Mélenchon. Bon, je vous en prie, Président. Là, on a, sur cet article, en cohérence avec le reste, on a une dérégulation de type particulier. Et comme vous allez supposer que vous ne pouvez pas entendre ce que j'ai à dire, je renvoie à un excellent livre qui est écrit par un vôtre, un libéral, M. Roger Su, qui a fait un livre magnifique qui s'appelle « Temps et ordre social ». Et il fait la démonstration, celle d'un universitaire français de très haut niveau, que dans toutes les sociétés, il y a un temps dominant et des temps dominés. Et il fait la démonstration comment le temps rural a dominé tous les temps, etc., etc. Ça, c'est facile à enchaîner. Eh bien, dans la société qui est la nôtre, le temps dominant, c'est celui des dominants. Et les deux dominants sont ceux qui assurent la circulation sans fin accélérée de la marchandise. Le temps dominant est donc celui de la marchandise et de sa tyrannie sur la vie des êtres humains. Il n'est pas dans l'ordre de ceux qui pensent que toutes les relations sociales doivent être individualisées. L'idée que l'on ait 2 jours de pause consécutifs, les mêmes pour tout le monde, passe pour une aberration, voire une entrave à la liberté individuelle. Eh bien, nous considérons le contraire. On nous dit, pourquoi voulez-vous arrêter un jour par semaine? Eh bien, parce que nous voulons arrêter un jour par semaine, tous ensemble, parce que c'est ce qui rend certains aspects de la vie sociale possible. La vie de famille, la vie de citoyen, la vie sportive, etc. Et qui fait que nos foyers ne sont pas des hôtels-restaurants où des gens circulent, les uns travaillant la nuit, les autres le jour, certains le dimanche, d'autres le samedi, et ainsi de suite. Merci, monsieur C'est donc Mélenchon. pour maîtriser par la liberté de la décision, le mode de vie que nous voulons avoir, que nous nous opposons absolument monsieur au travail du Mélenchon. dimanche. La parole est à Monsieur Ruffin, avant vous. C'est moi? Bon. Donc non, c'est pas parce que comme Madame la ministre a cité le docteur Villermé au tout départ de la présentation de son projet de loi, il faut rappeler combien le docteur Villermé était favorable à l'institution du dimanche qui d'après lui relèverait moins d'un devoir religieux que d'une loi de la nature, d'un besoin de délassement. Donc ça nous ramène à 1840. Un petit peu plus près de nous, moi je m'étais rendu à Albertville où les caissières de ED pendant 3 ans tous les dimanches matins ont fait grève pour ne pas travailler le dimanche, pour pouvoir aller à la montagne, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et ainsi de suite. Elles l'ont fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elles ont fait ça. Il se trouve qu'avec, on a eu un début de proposition de loi avec un inspecteur du travail, avec une élue communiste et une élue socialiste. C'était du temps de Sarkozy, ça. Et puis finalement, donc ça avait commencé à passer au Sénat. Je me souviens plus trop des étapes. Et boum, les socialistes sont arrivés. On a cru que c'était bon signe. Et à la place, on a eu le retour du travail du dimanche via la loi Macron. Et ce qui a été une très grosse déception pour ces caissières, très concrètement à Albertville. Alors moi, je vous propose de ne pas les décevoir ce soir, et je vous remercie par avance, camarades d'En Marche. Merci Monsieur Ruffin. Bon, allez-y Madame Obono, allez-y. Alors, nous arrivons au terme de ces échanges. Effectivement, nous avons passé beaucoup d'heures à discuter. Il le fallait, parce que c'est un texte important. En même temps, on voit que peu de choses ont avancé, puisque la majorité des amendements qui ont donné l'occasion d'avoir un débat et d'essayer de préciser des choses n'ont pas été acceptés, on ne peut que le constater. En même temps, en sachant que le débat va peut-être se terminer ici, mais il va continuer dans la société, il va continuer parce que nous allons en discuter, et je pense que le débat a servi et pourra servir à d'autres pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux. Et il existe déjà des rendez-vous, et je pense que nous aurons l'occasion à la rentrée, en septembre, d'en rediscuter. Je voulais revenir sur, y compris l'importance de ce débat. Une de nos collègues évoquait les ordonnances de 1944, le droit de vote des femmes, un certain nombre d'autres avancées importantes. Mais en 1944, on était dans une situation, effectivement, d'urgence humaine, d'urgence économique, dans un pays à terre, dans un pays détruit. Et
l'ordonnance, y compris, s'est fait dans un cadre où la représentation nationale était quelque peu écornée. Mais il le fallait, effectivement. Et il y avait un enjeu, il y avait des priorités. Aujourd'hui, le gouvernement a proposé de faire passer ces ordonnances en arguant d'une urgence, mais sans jamais expliquer laquelle. L'urgence, la même qu'il y a 5 ans ou 10 ans, qui était déjà évoquée pour assouplir le droit du travail. Cette même urgence qui a été évoquée par le gouvernement précédent et le ministre de l'économie précédent pour indiquer, faire passer sa loi. L'urgence, sans qu'on sache quelles sont les priorités, ou plutôt, on le sait aujourd'hui, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir 150 000 priorités. Soit on priorise la vie des salariés, soit on priorise l'intérêt des dominants ou des grandes entreprises. Et c'est ces priorités-là qui seront rediscutées, y compris dans les mobilisations. La parole est à Monsieur Coquerel. Oui, on arrive à la fin des débats puisqu'on nous demande de justifier le fait que cette loi devra être votée par le Parlement 3 mois après que les ordonnances aient été édictées. Je voudrais dire quelque chose. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un d'En Marche s'étonner que on en appelle au dialogue avec eux et à l'argumentation pour éventuellement en faire changer d'avis. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que, si vous vous souvenez de la chronologie, c'est un journal, Le Parisien Libéré, qui, le premier, en pleine campagne législative, a expliqué le contenu de ce qui nous attendait. À l'époque, d'ailleurs, je me rappelle que Madame la Ministre a expliqué que tout ça, c'était quasiment des inventions et que, bien évidemment, ce n'était pas dans ses intentions d'inverser les normes, de barémiser les prud'hommes, etc., etc., tout ce qu'on retrouve dans le texte. Donc quand vous nous dites qu'en réalité, vous avez été élu par les Français sur le fait de casser le Code du travail en 4 jours de débat et avec des ordonnances, je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux parce qu'à aucun moment, vous n'avez présenté comme projet clair ce qu'on a retrouvé justement dans le Parisien. Et j'en appelle à vous. J'en appelle à vous parce que je vous fais remarquer que la loi El Khomri, elle a été imposée par le 49-3, tellement il n'y avait pas de majorité, y compris dans l'Assemblée et dans le peuple, pour approuver ce qui était déjà le brouillon de ce que vous vous apprêtez à faire. Alors non, chers collègues, vous n'avez pas le mandat du peuple français. Vous n'avez pas le mandat du peuple français parce que je vous rappelle, souffrez que je termine, je vous rappelle que M. Macron a été élu pour battre Mme Le Pen, que vous avez été élu et vous devez en prendre en compte. Nous le prendrions, si nous avions été de la même manière, par 15% des inscrits. Et que dans ces cas-là, oui, il est nécessaire, quand on veut révolutionner dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans un sens réactionnaire, le Code du travail pour revenir au XIXe siècle, il aurait été nécessaire de laisser à l'Assemblée tout le temps de débattre. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, mais ne nous laissez pas croire que c'est le mandat que vous a donné le peuple français et vous allez bientôt vous en rendre compte. Merci Monsieur Coquerel. La parole est à Monsieur Bernalicis. Madame Grangy, vous ne pouvez pas vous exprimer une seconde fois dans le cadre de la discussion des inscrits. Donc Monsieur Bernalicis, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Je voudrais vous lire une petite citation. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres telles brogueries, c'étaient aux peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. C'est Étienne de la Boétie qui dit ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça, de jeux, de farces, de spectacles, de gladiateurs, de bêtes. Non, on a remplacé tout ça par d'autres mots qui vous permettent d'avoir une homogénéité culturelle et d'essayer de mener cette bataille culturelle. Ces mots, ce sont l'efficacité, le dialogue social, les nouvelles synergies pour mettre en place des simplifications avec de belles harmonisations afin de permettre une vraie prévoyance, tout en sécurisant les parcours et favorisant la protection pour redonner la confiance dans l'entrepreneuriat, pour libérer les énergies. Et pour toutes ces raisons-là, pour redonner la confiance, pour libérer les énergies, pour favoriser la protection, la simplification, le dialogue social, moi, je vous invite à voter contre cet article. Merci. Merci Monsieur Bernalicis. Monsieur Corbière, vous avez demandé la parole. Vous l'avez compris, c'est l'occasion en vérité de conclure un peu nos débats. Le temps de parole, nous le prenons pour vous poser quelques questions, ou du moins inviter chacun à réfléchir une dernière fois dans ces quelques minutes qui clôt nos échanges depuis 3 jours. Vous connaissez l'adage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement,
et les mots pour le dire viennent aisément. Et c'est la complication de nos débats, c'est que parfois ce fut fort confus. Moi, la question que j'ai envie de poser à chacun, c'est au terme de ces 3 jours où nous avons réfléchi sur le travail, lorsque vous retournerez, puisque depuis le début, nous ne faisons de procès à personne, mais chacun discute avec des électeurs. Quelles avancées sociales claires, simples, audibles, compréhensibles pour des millions de salariés, nous avons décidé ici. En sortant de cet hémicycle, quel travailleur pourra-t-on aller voir pour lui dire « Voilà l'avancée sociale que nous proposons, voilà le progrès que nous proposons ». Rien. Durant ces 3 jours, mon ami François Ruffin s'est amusé à vous poser une question, comme un running gag. Sans doute avez-vous trouvé parfois qu'il y avait une certaine lourdeur à ce comique de répétition. Mais ça avait le mérite au moins de dire des choses simples, sur une situation vécue, brûlante, que dans chacun de vos départements vous avez connue. Comment répond-on à cette réalité aujourd'hui du monde de 2017, que dans des grands groupes qui font des bénéfices records, il y a des licenciements afin d'augmenter le bénéfice et rendre des sommes plus importantes encore aux actionnaires? Nous avons légiféré durant 3 jours. Et enfin, la réponse à l'énigme, à la question de François Ruffin est posée par le vote que vous allez faire. Votre réponse est simple, elle repose en 4 lettres, rien. Merci Monsieur Corbière. Puisqu'il n'y a plus d'inscrits, j'appelle le premier amendement à l'article 8, qui est un amendement de suppression. C'est l'amendement numéro 91 qui sera présenté. Ou alors il est juste défendu? Il est seulement défendu. Ah non, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Oui, je la prends en effet. C'est la question du délai. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle mes amis paraissaient embarrassés. Nous vous demandons de prendre votre temps. Après que ce vote sera intervenu, prenez votre temps. Alors quelques-uns de mes amis ont dit « Ah mais ça ne tient pas debout. On ne va pas leur dire de prendre leur temps pour faire quelque chose contre quoi on est. » Il y a un inconvénient politique à ça. Mais donc, autant en faire l'aveu. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de mobiliser contre vous, ou plus exactement contre le contenu de cette ordonnance, tout ce que nous pouvons mobiliser. On a commencé, avec nos modestes moyens, en articulant notre présence dans cet hémicycle et notre présence sur la place de la République, hier soir à Paris, mais dans 100 autres communes de France où nos amis ont fait les premiers rassemblements. À la rentrée, nous savons que la CGT est déjà appelée à un rassemblement qui aura lieu le 12, n'est-ce pas, dans la semaine. Donc ce sera une action des salariés organisée par des formes de grève, de manifestations et ainsi de suite. Parce que, je vous le redis, comme l'a dit avant moi mon collègue Coquerel, nous estimons que vous n'aviez pas mandat pour faire ça. Et que quand bien même vous en auriez eu un, qu'il n'y a pas de mandat impératif dans ce pays et c'est anticonstitutionnel. Donc on ne peut pas simplement dire, écoutez, on l'a voté, on l'a décidé dans l'élection présidentielle, à partir de quoi l'affaire est dite. Non, sinon à quoi bon un Parlement? Mais sur tout ça, vous n'aviez pas mandat. Ne nous dites pas, je sais pourquoi vous ne l'avez pas, parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pendant la campagne présidentielle sans arriver à rien pour obliger à un débat sur ce sujet. Parce qu'en effet, je vous en donne acte, M. Macron avait évoqué l'idée d'un grand changement dans le Code du travail. Il l'avait évoqué. Mais il avait été impossible d'avoir un débat sur les contenus précis de ces changements. Et aussi longtemps qu'on n'a pas eu, non mais je vous le dis, aussi longtemps qu'on n'a pas eu cet article de presse, il n'y avait aucun moyen de commencer cette discussion. Monsieur Mélenchon, donc vous n'avez pas de mandat. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Question pour vous, Monsieur le Président. Vous savez, je fais partie des nouveaux, vous aussi. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moment où on va avoir du temps pour s'exprimer sur l'ensemble du projet de loi, ou bien est-ce qu'il fallait le faire là, maintenant? Peut-être que vous le savez, mais moi, je ne sais pas. Alors, Monsieur Ruffin, il y a une explication de vote sur chaque article, et à la fin, lorsqu'on votera le projet de loi, il y aura aussi une explication de vote, donc vous aurez tout le temps de vous exprimer, vous en faites pas. Tout le temps? Ça dure 5 minutes? C'est 2 minutes? C'est quoi? Les explications de vote durent 5 minutes. Ok, merci. Par groupe, effectivement, la précision faite est importante. Mais, Monsieur Ruffin, vous avez eu beaucoup de temps pour vous exprimer, ne vous en faites pas. Je vais sortir d'ici frustré, vous savez. Merci. Et tout ce temps utilisé pour s'exprimer me fait dire que je peux mettre aux voix cet amendement numéro 91 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et d'un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Le vote est à main levée. Merci. Qui vote contre? L'amendement est rejeté.
Voici venues donc les explications de vote sur l'article 8. Il n'y a pas de... Ah. Non, sur l'article, oui, sur l'article, d'accord. Oui. Monsieur Ruffin. Voilà. Pour moi, c'est mon premier débat à l'Assemblée nationale ici. Pour vous aussi. Oui, je reviendrai. Ouais, mais c'est un dépucelage parlementaire quelque part. On a beaucoup parlé et je dois dire que moi j'ai trouvé que c'était même une enceinte plaisante et où je me suis senti respecté dans la parole qu'on pouvait tenir ici. Non, vraiment, c'est pas de la démagogie. Il n'y avait pas les tablettes qui claquaient. Enfin, c'était pas le cirque, on pouvait s'exprimer. Donc tout ça, ça s'est fait dans des bonnes conditions. Maintenant, il y a une frustration que j'exprime depuis le départ, mais je vais la renouveler quand même. C'est que moi, ce que j'attends d'une assemblée, c'est qu'elle soit mouvante, qu'il y ait du suspense, qu'on demande si le texte de loi il va passer, pas passer, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des hésitations, qu'on sente des mouvements, les gens qui se mettent à parler dans les couloirs, mais finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison celui-là? Mais est-ce qu'on a fait vraiment le bon choix? Voilà l'assemblée dont je rêve. Vous savez, et même les miens le savent, moi je suis pas un grand fan des partis qui sont figés et qui votent en masse. Moi, j'ai fait campagne en disant, moi, je souhaite voter en mon âme et conscience. Et ce que je trouve beau dans le mouvement de la Révolution française, et si on est ici, c'est aussi parce qu'il y a eu cette Révolution française, c'est parce que les gens ont débarqué, et ils ont débarqué presque neufs, et les groupes se sont formés comme ça, de manière mouvante, mais sans savoir où ils allaient. Et voilà, moi, c'est ça à quoi j'aspire. Alors quand j'ai eu ce mot-là de godillot, je m'en excuse si ça vous heurte, mais c'est pour faire le pari, pour avoir l'espoir que ça ne soit pas, on ne vive pas dans cette assemblée de godillots pendant 5 ans, pour faire le pari que oui, on vive, que ça soit un corps comme un corps humain vivant et que ça bouge à l'intérieur de cette assemblée, que parfois on puisse se sentir convaincu par vos arguments et réciproquement. Voilà mon cri du cœur. Merci Monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin. Oui, bon, je me suis exprimé sur la forme des débats, je voudrais m'exprimer sur le fond et sur... J'ai réclamé du suspense dans l'Assemblée, je pense qu'il y a un suspense sur ce que je vais voter pour ce qui concerne l'ensemble de ce projet de loi. Édouard Philippe s'exprimait dans le Financial Times il y a 2 jours, et le Financial Times écrivait « Quand nous lui suggérons que le projet du gouvernement pour un marché du travail plus flexible, ses baisses d'impôts pour les entreprises et son insistance sur la réduction de déficit sont toutes de droite, M. Philippe éclate de rire. Oui, et à quoi vous vous attendiez? Yes, what did you expect? Et je pense que vous savez ce qu'il a ajouté ensuite, et d'ajouter qu'il faudrait des réductions d'impôts pour les riches. Pour moi, là, on a un projet sur la loi travail qui est aussi pour les riches, et notamment pour les riches entreprises. Mon énigme concernant Auchan n'étant toujours pas résolue, mais voilà. Le licenciement, le travail de nuit, le travail du dimanche, la santé, là-dedans, je ne vois pas ce qui constitue une avancée pour les salariés. Warren Buffett, qui était à l'époque la 3e fortune mondiale, déclarait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. » Mais vous savez, il est rare que la guerre des classes se mène en s'affichant de cette manière-là. Elle emprunte toujours des masques, elle emprunte toujours des ruses, elle emprunte toujours les détours de l'histoire. Et pour moi, là, c'est déguisé derrière les mots de souplesse, de compétitivité et ainsi de suite, mais c'est la même guerre des classes qui continue de se mener avec un instrument que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il est rare que quand on veut prendre aux salariés, on affiche en lui disant on va aujourd'hui écraser les pauvres et on va aider les multinationales à s'en mettre plein les poches. Je ne dis pas qu'il n'y ait que ça dans le projet de loi, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne contribuent pas à limiter le pouvoir des prédateurs, mais au contraire à leur donner davantage. Je vous remercie. Merci Monsieur Ruffin. C'est un moment grave et important que nous vivons, et je veux en marquer la solennité en m'exprimant depuis la tribune de notre Assemblée. Je dis aux braves gens qui nous attendent, qui nous entendent à cette heure, qu'un événement se produit sous leurs yeux, dans la douceur de l'été, sans peut-être qu'on s'en rende vraiment compte. L'ordre social républicain va être renversé. Là où hier régnait la loi et où il était toujours possible de s'entendre dans la branche ou dans l'entreprise pour améliorer, dorénavant, la source de la norme sera dans l'entreprise, là où il n'y a pas, selon nous, des rapports libres et égaux, comme ils le sont
lorsque les citoyens vont pour voter, qu'ils choisissent leurs représentants qui, eux, fixent la loi qui s'applique à tous, partout, de la même manière. 18 millions de personnes vont voir leur situation juridique et leur rapport de subordination dans le travail radicalement modifiés. Les institutions du personnel seront moins fortes et dans le contrat de l'avenir, seule une des deux parties est liée. À juste titre, on a dit ici que le travail, sa nature, son contenu, son objet, allaient connaître dans les décennies qui viennent une profonde mutation. C'est à nous d'empêcher qu'elle se règle à la sauvage, et quand je dis sauvage, je ne parle pas des rapports personnels. Je parle de la brutalité qui résulte de ce mythe de la main invisible du marché qui serait, au fond, le grand organisateur d'un bon ordre et d'une bonne harmonie. Nous n'y croyons pas un seul instant. Nous croyons tout le contraire. On l'a dit, dans ce type de circonstances, la force va à la force. Et seule la loi protège le faible. Mais quand nous combattons les dispositions qui nous ont été proposées, nous ne défendons pas seulement les protections des salariés acquises au prix de tant de luttes. C'est une vision du monde que nous portons. Nous ne voulons pas de votre monde. Nous ne voulons pas d'un monde dominé par la marchandise, où produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça se vend, est la norme de vie de la société. Nous voulons une société dans laquelle le collectif délibère parce que dans tout ce qui est entrepris par l'activité humaine, il est temps dorénavant d'introduire une raison supérieure, celle de l'intérêt général de l'humanité, directement mis en cause par notre façon de produire et d'agir. C'est pourquoi, au terme d'un si long débat, c'est le moment de vous dire que jusqu'à l'heure à laquelle vous aurez promulgué les ordonnances, et ensuite encore, nous ne serons pas seulement une opposition, mais une alternative. Et nous disons d'ores et déjà à tous ceux qui nous entendent, le moment viendra où, en nous choisissant et en nous confiant les responsabilités de l'État, vous nous donnerez les moyens d'abroger la totalité de ces ordonnances. D'ici là, braves gens, écoutez. Souvenez-vous du message du jeune La Boétie dénonçant les conditions de notre servitude volontaire. Souvenez-vous, ils ne sont forts que si nous nous laissons faire. Et c'est pourquoi, m'exprimant au nom de tous ceux qui nous ont conduits jusque sur ces bancs, je vous appelle à la lutte. Les gens, pensez à ceux qui vous ont fait la vie que nous avons. Soyez à la hauteur et l'honneur de ceux qui vous ont acquis au fil des luttes, de 100 ans de lutte et même plus, les protections qui vous étaient acquises jusqu'à cette heure. Braves gens, ne le supportez pas. Organisez-vous, révoltez-vous, faites en sorte que ce gouvernement, saisi par la force de votre mobilisation, hésite et pour finir, recule. Merci Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Dharréville pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.